Alors ce soir, là, je voudrais essayer de faire un pas en plus. Ce séminaire est sans doute un peu particulier parce que enfin, la séance de ce soir, parce que je vais essayer de dire un mot sur quelque chose que je vais développer davantage dans une quinzaine de jours, dans le cadre d'une masterclass organisée par l'École internationale d'art lyrique, Tenuti, au Moulin d'Andé. Alors, il participe Ruta, Len Chiasquet, qui est chef de chant de l'Opéra Bastille, théâtre des Champs-Élysées, Agathe Prédour, réalisatrice, Pierre-Yves Prédour, ostéopathe, et qui intervient au studio d'art lyrique de Bastille, et bien sûr la fondatrice de l'école, Adeline Tenuti. Alors j'interviens dans ce cadre-là, dans le cadre d'une conférence que j'ai intitulée « La mise à prix du lyrique ». Et c'est ce que je voudrais essayer, bien sûr, c'est quelque chose dont je parle depuis pas mal de temps, mais je pense ce soir essayer d'en dire un peu plus, déjà en précisant que ce que je dis habituellement n'est pas, quand je dis qu'il n'est pas évident, je veux dire par là que on peut tout à fait, au nom de la raison, au nom de la connaissance, le récuser. C'est-à-dire que ce ne sont pas des connaissances complémentaires à toutes celles que l'on peut trouver par ailleurs dans les intervenants à la masterclass. Là, vous voyez qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont apporter des éléments comme ça, je dirais, pour la mise en place de la voix lyrique. Et ce que je voudrais, moi, essayer de dire dans cette conférence, mais déjà annoncé ce soir, c'est quelque chose de supplémentaire. Le complémentaire n'est pas le supplémentaire. Le supplémentaire, c'est quelque chose qui est en sus. C'est une valeur particulière. C'est une plus-value qui renvoie à ce que, bien sûr, depuis Aristote, en passant par Saint-Augustin, en passant par Bentheim, en passant par finalement Marx, évidemment, au début du Capital, et puis avec la lecture de Lacan, va mettre en mouvement, c'est le cas de le dire, ce quelque chose de particulier qui est cette dimension, puisque je parle de valeur, de value, de plus-value, de la valeur d'échange et de la valeur d'usage, puisque naturellement, et je dirais rationnellement, on pense que l'important c'est la valeur d'échange. Et pourtant, souvent vous m'entendez, puisque je suis psychanalyste, c'est-à-dire mis en mouvement par la dimension de la langue. C'est ça un psychanalyste, c'est pas quelqu'un qui explique. Hein. Ça c'est le psychologue, ça c'est le médecin, le psychiatre. Mise en mouvement par l'importance de la valeur de la langue. C'est pour ça que par exemple la mise à prix, ça peut s'écrire évidemment mise mise à prix à 2 PRIS. Ça c'est le complémentaire. Et la mise, c'est une mise à prix, c'est la question de ce que ça coûte, du coût, qui coûte beaucoup, puisqu'il faut que ça passe par de dures expériences qui mettent en jeu le corps, mais ça ne suffit pas. Il y a autre chose qui est ce que Lacan a bien mis en évidence, qui est la valeur d'usage. L'important, en fait, pour l'être parlant, pas l'être humain, l'être parlant, c'est quelque chose qui est oublié actuellement, évidemment, surtout dans notre période de technologie. On voit tout à fait ça. Je ne l'invente pas, ça n'est pas une pensée, une idéologie. On le constate évidemment dans la clinique. Voilà, on constate dans la clinique avec toutes les questions actuelles d'attention, d'angoisse, etc. Bon, troubles de l'attention. Hein. Ils sont une façon de dire qu'il y a autre chose, en fait, puisque tout symptôme
n'est pas un déficit, c'est un appel à autre chose. Sun, tose, chose qui tombe avec. C'est ça l'étymologie. Que Lacan, d'ailleurs, dit qu'une analyse fait passer du symptôme au symptôme, qui est un mot ancien de la langue, S-I-N-T-H-O-M-E, pour montrer qu'il y a autre chose. Parce que justement, c'est ça que je voudrais un peu dire. Évidemment, je reviens d'Italie, là. Donc, c'est la question des chiesas, des églises, des basiliques, tout ça, c'est quelque chose d'important. Et j'étais parti là-bas avec une question, mais enfin, qu'est-ce qui fait que si l'opéra arrive au début du XVIIe à Florence, cette ville qui à ce moment-là plus ou moins défaillante, mais enfin qui auparavant a été après avoir su que c'était à Sienne, a été le porte-drapeau de toute cette renaissance, c'est-à-dire de la remise en jeu de quoi, finalement? La pensée mythologique. Voilà, la pensée mythologique. C'est pour ça qu'on peut voir, par exemple, chez Michel-Ange, dans les David de Michel-Ange, mais bien sûr quelque chose qui fait beaucoup penser aux sculptures grecques. Donc, je voudrais dire un mot, c'est pas simple, mais allons-y. Allons-y de ce supplément. Je laisse donc de côté toute l'histoire de l'Italie, on peut en dire beaucoup. Juste un mot, vous savez que on pourrait dire que ça commence, bien sûr, ça commence très tôt, mais on peut partir de l'Étrurie, donc des Étrusques, qui vont être ceux qui vont apporter beaucoup à ce qui va devenir Rome et l'Empire. Et tout ça va se terminer en 509 par la disparition de Tarquin le Superbe, un des derniers Tarquins, qui permet que progressivement les Romains prennent le dessus et mettent en place progressivement l'Empire romain avec tout ce que l'on sait. Et puis alors après, bien sûr, il y a toutes sortes de choses, je passe rapidement là-dessus. Puis il y a le Moyen-Âge, donc la période médiévale, qui a lieu en Italie, comme en France, par exemple. Et en fait, la fin du Moyen-Âge est quelque chose d'important, puisque apparaît progressivement quelque chose. Et c'est sans doute là que on peut voir le plus la pensée mythique réapparaître. Si vous allez par exemple, je vais en dire un mot quand même, je veux difficilement dire autrement. Si vous allez par exemple à Sienne, à la Basilica San Francesco, je me trompe, là c'est pas Sienne, c'est si vous allez voir l'œuvre de Piero della Francesca, c'est pas à Sienne, c'est à Arezzo. Ça a été tourné La vie est belle, récemment. Le fait que j'ai un petit doute montre à quel point ce qui a pu se passer, c'est un peu ce que je dirais, dans ces villes Arezzo, Siena, Firenze, enfin toutes ces villes-là, et puis bien sûr tout au départ, c'est Volterra. Bon, alors, si on arrive à se laisser encore laisser quoi? Je crois qu'il s'agit d'entendre une présence, puisque ça disparaît du visible, évidemment cette présence, c'est complètement autre chose, ça disparaît du visible. Eh bien, si on se laisse aller à autre chose que ça, inévitablement, il y a quelque chose d'autre qui peut, alors justement, c'est ça le supplément. Comment dire ça? Qui peut être rendu présent, une présence qui peut être présente à ce moment-là, dans la mesure où effectivement, il importe à ce moment-là de pouvoir être récepteur
de quelque chose dont je voudrais essayer de parler. Je sais pas si j'y arriverai, parce que je me rends compte qu'en parlant, je me laisse entraîner comme ça par comme ça les associations d'idées, comme on dit. Hein. Et j'étais donc parti avec une question, mais enfin, qu'est-ce qui fait que l'opéra qui est parti, qui démarre avec la camerata de Bardi, ensuite par l'Orphée de Peri, pardon, un chanteur. Dans ces camératas, il y a le père de Galilée, de Galilée. Et puis, bien sûr, apparaît Monteverdi, et d'emblée apparaît à ce moment-là, donc là, on est en 1600 et quelques. Hein. Je rappelle que, par exemple, Michel-Ange, c'est 1500, hein. C'est 100 ans plus tôt. Puis c'est le même problème en France, la peinture précède l'opéra. Hein, c'est aussi des questions. Pourquoi? Je pense qu'on y reviendra. C'est normal qu'elle ait fait Lévi-Strauss à plusieurs reprises. Hein. Bon, je pense que c'est quelque chose d'important. Alors, je reviens donc à cette question-là de qu'est-ce qui fait que finalement l'opéra qui apparaît à Florence, après il va bien sûr. Alors, historiquement, on peut expliquer. Hein. On peut dire que les castrats, après, du fait des relations politiques entre Naples et l'Espagne, les castrats qui sont le prolongement des eunuques qui sont arrivés là, au moment où il y a une colonisation du sud de l'Espagne par les Arabes, justement, par ce qu'on appelle les Mozarabes. Les castrats vont apporter quelque chose, puisque bien sûr, ça, alors là, les pères de l'Église, j'en ai déjà parlé, on a beaucoup dit là-dessus. Hein. Ça commence avec Saint Paul, hein, bien sûr. Ce fameux Paul de Tarse. Hein. On dit qu'il ne fallait surtout pas que les femmes chantent. Ah oui, surtout pas. Parce que c'était des sorcières, finalement. Donc, on a trouvé une solution pendant un certain temps, en castrant des jeunes garçons qui ainsi pouvaient conserver leur voix d'enfant pour chanter dans les aigus. Vous allez voir que cette question des aigus est quelque chose d'important, justement, puisque c'est là que se pose la question. Enfin, c'est ce que je connais, hein. Je ne sais pas ce que pourra en dire un baryton, une basse, mais enfin, comme je suis ténor, c'est ce que je peux dire. Au niveau des aigus, effectivement, on est vraiment au-dessus, on est dans un supplément, parce que c'est pas pensable. On est dans l'impensé, voire l'impensable. Après, on pourra toujours dire, mais ce qui pose des questions dont j'ai déjà parlé, par exemple de technique vocale, hein, parce que bien sûr, il faut une technique pour y arriver, pour faire entendre quelque chose, et ce qui pose aussi le fait que ces aigus ne sont pas sans idéaliser quelque chose qui est de l'ordre du cri, et qui, justement, ne sont pas acceptables, bien sûr, parce qu'on ne va pas à l'opéra pour ça. Hein. Et vous savez l'importance pour moi du cri, puisque c'est le cri de Don Juan, à la fin du Don Giovanni de Mozart, qui a éveillé en moi un trou, ce trou dans lequel bascule, une voix basculer, plus ou moins d'ailleurs, un Don Juan, évidemment avec une métaphore d'une trouvaille, comme le dit la langue, d'une trouvaille où s'entend quelque chose qui ne s'entend pas avec les oreilles. Et ça renvoie à ce que, bien sûr, Freud a parlé du refoulement originaire, c'est-à-dire la limite à laquelle s'arrête le sens. Et puis Lacan a beaucoup insisté sur cette dimension de toucher à cette rencontre-là pour que quelque chose de nouveau advienne, pour qu'il y ait ce pas du passage qui fait basculer l'être parlant, hein, le fait qu'il soit parlant, ça vient du fait qu'il est parlant, et non pas du fait qu'il est humain, hein, basculer l'être parlant de ce qu'on appelle le fantasme. C'est compliqué, c'est pas ce qu'on appelle la structure du fantasme, c'est pas ce qu'on appelle habituellement. Je vous en dirai un mot, je pense, tout à l'heure, à quelque chose qui est l'au-delà. Il appelle l'au-delà du fantasme. Et après, il va appeler ça la dimension de la jouie-sens. L'important, c'est le tiret, puisqu'il s'agit d'ouïr avec quelque chose, évidemment, qui n'a pas du sens. Ou pour autant qu'on pourrait dire que ce qu'on a ouï jusque-là, du côté du sens, c'est un peu
c'est-à-dire ce qu'on découvre quand on apprend à chanter. Et bien on apprend quand on parle à l'envers, et bien c'est ça. On pense habituellement, selon la donnée qu'apparaît justement à cette période-là, c'est quand même curieux, hein, en 1600, 17e en France, avec Descartes, hein, le je pense, donc je suis, hein, que Lacan, comme ça, un jour, je pense, donc je suis, hein, c'est-à-dire que quand je pense, je suis para, je l'ai dit la dernière fois. Je suis para, c'est-à-dire que je suis par suite, tu parais, il paraît, nous par somme, vous paraît, il par sont. On est à côté de quoi? Voilà. Et le fantasme, c'est ça. C'est quand on est... Pour avoir une idée de ça, là, je vais vous donner comme ça une petite idée, j'ai regardé tout à l'heure. C'est ce qui se passe au moment de l'endormissement. Au moment de l'endormissement, pour arriver à se mettre à s'endormir, puisque à ce moment-là, qu'est-ce que c'est s'endormir? C'est la pensée qui disparaît. Hein. Eh bien, la pensée disparaît parce qu'il y a un désinvestissement de ce qu'on appelle la libido narcissique. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on a investi, là, tout ce qu'on a pu penser, visuel, auditif, tout ça, à ce moment-là, eh bien, c'est quelque chose là, on pourrait dire s'endort. C'est-à-dire que tout ce qui était d'or, là, cette parole en or, là, tout ce qui nous endort, hein, eh bien, disparaît, paradoxalement, hein, là, et que à cet or-là, que la pensée va essayer de diriger durant l'état de veille, eh bien, apparaît, évidemment on ne peut pas le dire, on ne s'en rend pas compte, hein, apparaît, on va dire, un dire en particulier, qui est un dire sur le corps, qui n'est pas le corps anatomique, celui de la médecine, Dieu sait si j'ai passé des années là-dessus, moi. Hein. Il n'est pas le corps dont on parle en psychologie non plus, Dieu sait aussi si j'ai passé du temps, c'est un corps de la jouissance. Et c'est un mystère. Voilà, c'est un mystère. Alors, que justement la Renaissance, entre autres, italienne, va essayer de prendre à son compte. C'est par exemple ce que disent des peintres de la Renaissance. Hein. Je cherche son nom là. À savoir que quand il va chercher les marbres à Carrare, là, dans des carrières particulières, hein, et bien Michelangelo, ça y est, le nom revenu, Michelangelo met beaucoup de temps à choisir. Et il va dire que finalement, à partir de ce marbre particulier qu'il choisit, il n'est pas sans savoir, il ne le dit pas comme ça, mais moi je le dis comme ça, il n'est pas sans savoir qu'il y a un savoir. C'est pas des connaissances, parce que c'est pas élaboré. C'est pas un savoir qu'on apprend, évidemment, quand on fait des études aux Beaux-Arts. Hein. C'est quelque chose qui vient de nous, à l'intérieur. Quelque chose de ce savoir sur l'énigme du corps, et en fait, il apparaît progressivement, ou non, et parfois il faut s'y prendre à plusieurs reprises, comme Mozart, quand il écrit le Don Juan, il n'arrivait pas à écrire l'ouverture. Hein. Ça, je l'ai écrit dans un article il y a une dizaine d'années, là. Vous pouvez le lire sur mon site. Et il n'arrive pas à trouver l'ouverture. Et qu'est-ce qu'il a fallu pour qu'il trouve l'ouverture? C'est quand même extraordinaire, ça. Hein. Eh bien, c'est sa femme qui lui a en fait suggéré sans le savoir. Elle lui dit, mais tu devrais dormir. Alors, il lui fait un petit truc pour qu'il puisse dormir une heure ou deux. Et dès qu'il se réveille, eh ben, c'est comme écrit de Mozart, hein. Immédiatement, il ne s'arrêtait pas. Bon, il écrit d'emblée, pas de rature, il écrit l'ouverture. Bien sûr que ça ressemble un peu, au final, justement, où il y a ça, le cri de Don Juan. Justement, c'est pas pour rien. Et là, on voit bien le rôle de l'endormissement. Enfin, c'est la clinique dont je vous parle, là. C'est pas d'histoire. Hein. C'est que s'il n'avait pas pu dormir, c'est-à-dire, s'il n'avait pas pu mettre en... Comment dire ça? C'est difficile de trouver le mot. Ne pas... Voilà. S'il n'avait pas pu oublier qu'il y a un mystère, et que c'est ça qu'il faisait écrire de la musique, c'est-à-dire que le mystère qu'on va découvrir, qu'on est à
en direction duquel on se dirige dans une psychanalyse, hein, si le psychanalyste permet qu'on aille dans cette direction-là, c'est toute la question, justement, c'est lui-même, il est allé déjà, hein, eh bien, il y a quelque chose à ce moment-là de ce mystère du corps particulier, de ce corps de jouissance hein, particulier, qui fait que il faut y toucher, parce que c'est quelque chose qui nous est étranger sans être complètement étranger. C'est l'étrangeté dont parle Freud, bien sûr, on a une niche, hein, dans son article, je crois, des années 1925, mais ça va plus loin que ça, parce que Freud a du mal à toucher à ça, bien sûr. Hein. Freud est toujours pris par l'histoire, la psychanalyse est une science, la psychanalyse, il a besoin de se raccrocher à ça. Ben oui, il est tout seul, alors évidemment, il cherche comme il peut des aides, hein. Professeur, Freud, c'est pas rien, hein, le jour où il a été professeur, bon. On comprend d'ailleurs, hein, parce qu'il était seul, hein. Bon. Et puis il disait quand même des choses qui n'étaient pas très appréciées, hein. Il a été rejeté, quoi, par ses amis, hein. Notamment quelqu'un qu'il aimait bien, qui est Breuer, hein, parce que Breuer, mais il ne voulait pas quand même qu'on touche à la question de la sexualité comme ça dans la civilisation viennoise du moment, hein, parce que quand même, il y a des choses qu'on ne dit pas. Hein. Bon. En sachant d'ailleurs que tout ce qu'il a dit sur la sexualité, en fait, à travers cette dimension de la sexualité, il parlait de ce que Lacan va appeler après la sexuation, et que ça dépasse bien sûr des histoires d'alcôve, hein, évidemment. Bon. C'est autre chose que ça. Alors, il faut que je revienne encore un petit peu là, sur cette dimension de ce corps. Là, oui, alors, je disais Mozart, évidemment, à partir du moment où il a pu renouer avec le fait qu'il avait oublié qu'il y a un corps de jouissance. C'est une énigme, c'est un mystère. C'est ça, à mon avis, que les Grecs, à Éleusis et ailleurs, ont cherché dans l'initiation au mystère. Bien sûr, on a dit qu'il touchait des objets, il voyait, etc. Mais c'est pareil que pour la Renaissance, au niveau de ce qu'on voit, mais on ne dit pas qu'ils ont entendu quelque chose. C'est normal. Parce que dès que le penseur parle, même s'il est un très grand érudit, eh ben, il ne parle qu'à partir de quoi? Ben, de ce qu'il perçoit, rationnellement. Évidemment. Évidemment. Donc, ce qu'il entend avec ses oreilles, ce qu'il voit avec ses yeux, etc. Alors, il va bien dire qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas visible. Mais ça revient au même. Ça veut dire qu'il y a quand même du visible. Je vous dis, c'est quelque chose qui est invisible, inouï. Et ça s'entend. La preuve, c'est que des sourds pouvaient entendre quelque chose quand ils entendaient Maria Callas, par exemple. Hein, c'est pas avec les oreilles que ça se passe. Bon. Alors, je reviens donc à cette histoire de Mozart, après qu'il ait rejoint cette jouissance du corps, hein, et qu'il soit revenu dans cette dimension particulière qu'il avait perdue. Pourquoi? Moi, je pense que après le cri de Don Juan, là où il a touché quelque chose de très particulier, je le dis à partir de mon expérience du cri de Don Juan, cette fameuse dernière scène, là, d'ailleurs, est-ce que c'est lui qui l'a écrit? Je pense que c'est lui, bien sûr. Et à un moment, on l'a retiré, là où tout le monde se souvient. C'est une scène de remise en ordre rationnelle. Donc après, il est plus, il est éveillé, puis il se met à penser, quoi. Hein, on pourrait dire. Donc il ne peut pas écrire l'ouverture. Puis c'est pas rien, c'est une ouverture, quand même. Il s'agit d'être ouvert à ça. Bon. Eh bien, ce supplément dont je parle, vous voyez que c'est quelque chose qui échappe à la pensée. Et si on veut lire Descartes, quand il dit « je pense, donc je suis », ou « je suis », comme on voudra, il ne faut pas oublier, comme le rappelle Lacan, sa note à son maître Beckmann, hein, quand, sur le point de monter sur la scène du monde, je m'avance masqué. La pensée, ça consiste à nous mettre un masque. C'est pas la pensée qui nous met un masque, je sais pas comment ça marche, mais on a besoin pour rentrer dans la culture, dans l'évolution, dans l'éducation, on a besoin d'un masque. Et alors là, vous voyez où ça nous amène, hein. C'est extraordinaire. Michelangelo, c'est ça il veut dire quand il est en train
de ciseler quelque chose là, dans le marbre. Comme je vous disais la dernière fois, là, ce qui émerveillait Spinoza, là, ce travail de texte qu'est la toile d'araignée, là, hein, qui sort de cette point opaque du ventre. C'est ça qui se passe quand on chante, et notamment quand on chante dans les aigus. C'est pas le ventre, et pourtant ça part du ventre. Il faut arriver à quelque chose. Je ne reviens pas sur la technique, mais oui, j'ai déjà fait des choses, je lance comme ça quelques éléments, dont on pourra parler un peu plus une autre fois. Hein. Et donc, Michelangelo, en fait, il était déjà dans l'opéra. C'est ces fameux blocs qu'on peut voir au musée de l'Académie, là, à Florence. On les voit comme tels parce qu'il n'a pas pu finir. Ça devait aller pour le tombeau de Jules II, puis évidemment Jules II, bon, ils avaient des relations qui n'étaient pas si mal que ça, mais enfin bon, Jules II, il n'arrêtait pas de faire des commandes, notamment la voûte de la chapelle Sixtine, donc il ne peut pas tout faire, hein. Bon. Et Michelangelo, oui, il a quand même discuté avec des gens, pas n'importe lesquels, hein. Il a été sous l'influence, ou il a influencé. Par exemple, celui dont je vous parlais tout à l'heure, là, quand je ne savais plus s'il était à Arezzo ou à Sienne, c'est-à-dire Piero della alors c'est donc à la Basilica di San Francesco, et c'est Piero della Francesca. Et quand vous allez voir les fresques qui sont dans cette basilique, alors c'est une visite particulière, parce que évidemment, un petit groupe toutes les 30 secondes, pour qu'il y ait le temps, vous êtes pris. On n'est pas encore, à ce moment-là, on n'est pas encore dans la fin on n'est pas encore dans la Renaissance, c'est la fin du Moyen-Âge, pourtant déjà de la Renaissance. Quelque chose qui annonce Michelangelo, hein, Michel-Ange, hein, ces fresques notamment, il y en a une qui commémore la bataille que Constantin va gagner sans même la gagner, puisque après un rêve où il lui a été dit de montrer la vraie croix, hein, eh bien, quand il se présente face à l'ennemi, il n'y a plus d'ennemi. Puis à côté, il y a c'est là-dessus, je voudrais dire un mot, là, il y a une fresque de l'Annonciation. Et ce qui est étonnant, c'est de voir Marie. C'est pas les Maries habituelles qu'on peut voir. Et surtout, elle a une prestance, elle a une présence particulière, droite comme ça, pas du tout. Alors bien sûr, l'ange est mouillé, c'est logique. Bon. Mais présence particulière, elle est bien, elle fléchit légèrement les genoux. Et tout se passe comme si, on voyait que son corps, à ce moment-là, il était, comme disait la guide qui nous accompagnait, il était fait d'une succession comme ça de disques qui sont empilés les uns sur les autres, comme s'il partait de là. Hein. Et puis, enfin, Pierrot était parti de là, puis il allait voir ce que ça allait donner. Et bien, finalement, quand on apprend à chanter, c'est ça. Hein. On part de là. Progressivement, on construit l'instrument. Bon. Alors, je vais m'arrêter, parce que il faut que je m'arrête. Hein. Bon. Je vais m'arrêter sur quelque chose d'autre, qui va un peu illustrer tout ça. Là. Durant ces jours à Florence, là, où j'étais avec mon épouse, à la fin du séjour, après avoir vu un peu tout ça, après avoir pensé, après être allé donc à Volterra, après être allé bien sûr déjà à Florence, puis ensuite être revenu à la fin, c'est à la fin, c'est à ce moment-là que ça se passe, puis être allé à Sienne, puis à Arezzo, hein, à Siena, puis à Arezzo, avoir vu un peu tout ce monde particulier de la peinture. Hein. Il n'y a pas d'opéra là, hein, on n'est pas du tout là-dedans. Hein. Eh bien, alors que déambulait avec ma femme sur la Piazza della Signoria, là, soudainement, nous avons entendu une soprane. Alors là, vous voyez évidemment tous les touristes, tous les pays avec des téléphones, avec des iPhones, des iPads, des appareils photo qui n'arrêtent pas de chercher. Chercher quoi? Ouais. Chercher quoi, justement? Mais ils savent pas. Ils savent pas qu'ils cherchent quelque chose. Ils pensent qu'ils trouvent. Alors que la question c'est, je ne te chercherai pas si je ne t'avais pas déjà trouvé. Déjà.
comme le disent les Écritures, les vraies, les saintes Écritures. Eh bien, en entendant ce moment-là, et puis avec les moqueries, parce qu'elle était dans les aigus, puis évidemment il y avait des moqueries, personne ne prenne attention, elle, à cette femme qui chantait, une soprane, je pense une soprane dramatique. Et ma femme commande est restée tout d'un coup sidérée. De même que devant cette fresque d'annonciation, on pouvait arrêter. Voilà. À ce moment-là, c'est comme l'endormissement dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est la pensée qui s'arrête. La pensée s'arrête, elle ne nous envahit plus. Alors, bien sûr qu'on a besoin de la pensée pour toutes sortes de choses, pour apprendre, etc. La mise à prix, la mise à prix, A2PRIS. Mais la question, c'est qu'il s'agit à ce moment d'arriver à prendre. À prendre en deux mots. Et à être pris, parce que ça a du prix. C'est de la valeur d'usage. C'est pas l'échange. Il n'y a pas d'échange, véritablement. C'est l'usage. Or, il sans doute était meravigliosa, comme on dit en italien. Ce qui était fantastique à ce moment-là, c'est que, au milieu de cette multitude, vous vous rendez compte, après-midi, là, il fait beau, c'est le samedi après-midi, il y a beaucoup de monde, etc. La peine, il y a le David de Michel-Ange qui est pas loin. Il regarde, on se demande justement. Évidemment, c'est pas le David et Goliath, tel qu'on en parle, c'est pas le petit David, il est majestueux. Mais il est présent, il est là. Il est en mouvement, il va se mettre en mouvement. Eh bien, c'est pareil. On entendait dans cette voix quelque chose de particulier, une présence particulière, qui ne s'entend pas avec les oreilles. Bien sûr qu'il y a les oreilles qui entendent la mélodie. D'ailleurs, la question c'est pas même ce qu'elle pouvait chanter, mais dans les aigus, il y avait quelque chose d'inoubliable, parce qu'insaisissable. C'était quelque chose, c'était un cri, mais alors un cri complètement, c'est pas le cri de Don Juan, c'était un cri, mais vraiment le cri où quelque chose du corps, de la jouissance du corps, du mystère de la jouissance du corps, est présenté, est offert dans une dimension de présence d'un présent qu'on a complètement oublié, et qui pourtant est toujours là. Et ce présent du présent n'a rien à voir avec la pensée. On pourra en dire quelque chose après, etc. Ce que je vous dis là, évidemment, bon, j'ai rien contre, mais on ne va pas vous le décrire dans des manuels sur l'opéra, sur tel ou tel chanteur. Mais enfin, on peut chanter. Moi, je l'entends, par exemple, quand j'entends Maria Callas, quand j'entends Franco Corelli, quand j'entends et d'autres, etc. Bon. Domingo, Kaufmann, etc. Bon, je laisse un peu pour pas trop, bon. Mais il y avait quelque chose là qui fait que pendant 2 minutes, on va dire le temps d'un aria, eh ben, on ne sait pas où. De toute façon, on n'est pas dans l'échange du tout. On est dans l'usage. C'est-à-dire qu'a été usé jusqu'à la corde l'échange. Usé jusqu'à la corde l'échange. C'est-à-dire qu'en fait, en chantant, elle créait, comme Michelangelo, au-delà de ce qu'il pouvait donner à voir, un travail de texte, comme l'araignée, comme le chanteur, spécialement le ténor, soprano aussi, puisque c'était le cas. Je ne fais pas de discrimination, mais je parle de ce que je connais. Donc, elle crée quelque chose de particulier. Je ne peux pas en dire grand-chose, mais quand on a entendu ça, eh ben, on continue à l'entendre. Et quand on en revient, parce qu'on n'en revient jamais, le fait de l'avoir entendu, eh bien, ça conduit ailleurs. Et toute la question du lyrique, du prix, parce que ça coûte, j'insiste à nouveau, ça coûte beau, BEAU-coût, COU, accent circonflexité, il y a un coût. C'est ça qu'on va essayer de mettre en place durant cette masterclass. Ça coûte beaucoup. C'est pas quelque chose qui peut s'importer, s'exporter dans la période actuelle des super machins, des supermarchés, des trucs. Non. On va dire c'est à l'intérieur du corps. Non, c'est le corps. C'est un autre type de corps. Et à chaque fois
que c'est... Il n'y a pas de répétition. À chaque fois que c'est produit, c'est différent. Et à chaque fois que c'est produit, ça va provoquer chez celui qui peut l'entendre, parce qu'il y a chez celui qui le produit, aussi celui qui peut l'entendre, quelque chose d'inoubliable, parce que c'est invisible, inouï et immatériel. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir.